Madame, mademoiselles, messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver sur cette antenne de la Minute de Ricardo pour une nouvelle émission phare, une nouvelle émission poignante, une nouvelle émission impactante, une nouvelle émission disruptive, une nouvelle émission qui fera date sûrement. Et pour l'instant, l'événement, en tout cas positif en ce qui nous concerne, parce qu'il faut être positif, il ne faut pas être uniquement dans la rancœur et dans la bataille à outrance, il faut être dans la satisfaction d'un devoir accompli. Et là, ce docteur qui est là est dans la satisfaction d'un devoir accompli, puisqu'il s'est battu pendant 5 ans, et il a réussi à obtenir satisfaction au niveau juridique, en tout cas sur quelques-uns de ses volets. Il nous en parlera ce soir, c'est le docteur Bouillon. Bonsoir docteur, merci infiniment d'être avec nous. Monsieur Boutry, bonsoir. Merci. Vous pouvez m'appeler Ricardo. Hein. Ah ben Ricardo, merci en tout cas de me donner la parole. C'est tellement rare, donc ça, il faut que tout le monde le comprenne. La parole est très difficile quand on veut informer et dire la vérité aux citoyens, aux personnes qui sont vulnérables et en danger. Donc merci Ricardo de me céder la parole. C'est super, vraiment. C'est de l'humanité, et merci. Et bonsoir à tous. En tout cas de rien, j'associe à votre voix tous nos amis belges résistants qui sont derrière vous. Je sais qu'en un coup de cuillère à peau, j'ai vu ça à travers un document que vous m'avez envoyé. Vous m'avez envoyé près de 70 documents attestant de tout ce que vous allez dire ce soir. Et parmi ces documents, il y avait cette manif qui avait été organisée comme ça à brûle pour point. Vous aviez lancé donc cette idée et puis immédiatement 1500 personnes ont convergé. C'est dire aussi votre popularité en Belgique qui est absolument énorme. Tout le monde vous connaît. Et vous avez fait œuvre d'une extrême humanité. Je crois que c'est ça qui impacte énormément les gens, qui les touche beaucoup de l'intérieur et qui prouve que vous êtes vraiment un homme bien à qui il est tout à fait normal de donner la parole ce soir. Alors pour commencer cette minute et avant toute chose, pendant que les gens arrivent, parce qu'il y a toujours un temps de latence entre le début de l'émission et ils arrivent, je vais vous montrer un clip qui a été juste réalisé avant de voir la minute qui va poser un peu le décor comme tous les soirs, mais je vais vous montrer un clip qui a été tourné en l'honneur de ce médecin ici même. Regardez. Quand tu n'as plus d'espoir, que la mort te colle au cul, quand tu sens que tu pars et qu'on te parle plus, et quand l'état prétend qu'on ne peut rien pour toi, téléphone-moi et moi je serai là. Quand t'es devant ce mur sans porte pour l'ouvrir, que tout le monde est sûr que t'as plus qu'à mourir, quand tu sens que tu parles et qu'on ne t'entend pas, téléphone-moi, je serai là pour toi. Voilà, ça, je pense que ça résume. J'ai mis juste les 2 premiers couplets, il y en a 6 ou 7. On ne peut pas tout mettre, mais en tout cas, c'est magnifique. Hein. C'est une chanson vraiment de la réalité, de la vérité. Donc, c'est vraiment le cœur qui parle, d'un côté comme de l'autre. Hein, donc, du médecin qui doit faire son travail et le patient qui doit avoir confiance et qui doit être bien pris en charge. C'est vraiment le serment d'Hippocrate dans toute sa complexité. Mais en tout cas, c'est de l'humanité, de la dignité. Et voilà, c'est une relation humaine entre 2 personnes, une qui tend la main et l'autre qui doit être débarrassé de sa souffrance, débarrassé de sa maladie, débarrassé de son problème. Et à deux, on peut faire vraiment quelque chose de merveilleux. C'est vraiment la fusion médecin-patient. Voilà, c'est ce qui a téléguidé toute votre existence, c'est ce qui a guidé votre vie, votre éthique, votre morale, et puis votre humanité surtout. Alors, on va voir à travers cette minute que tout ça remonte à 2 événements précis, un peu dramatiques, je dirais, qui se sont passés dans votre vie et que vous avez accepté de relater, et dont je vais vous faire vitrine, en quelque sorte, ce soir à travers cette minute. Regardez la minute. Oui. C'est celui en Belgique qu'on appelle le médecin des pauvres, médecin généraliste depuis
plus de 30 ans, sur le terrain. Avec son épouse infirmière, il lutte contre la pauvreté et la précarité 24 heures sur 24 pour aider beaucoup de personnes en difficulté, vivant dans l'ombre, sans soins, sans santé, sans argent, sans dignité. Il faut dire que lui-même, David, il est en état d'alerte permanent. Battu par son père, un frère qui s'est suicidé. Il perçoit cette maltraitance invisible peut-être mieux que personne. Eh bien, cet élu municipal citoyen à Mons, en Belgique, a pourtant vécu l'enfer. Une véritable cabale contre lui a été organisée pendant le Covid. Il faut dire qu'il disait haut et fort tant de vérité. Il a dénoncé ouvertement ce protocole de la mort dans les hôpitaux, cette autoroute de la mort dans laquelle le gouvernement voulait nous enfermer, en Belgique comme en France, en Suisse, au Canada. Ces injections de Rivotril, cette non-assistance à personne en danger, avec des décisions prises à l'insu des familles, ont brûlé les corps pour éviter les autopsies, sous couvert d'une potentielle contagion. Vous vous rendez compte? Eh bien, il a réussi, lui, à prouver que l'injection était démoniaque. Trop d'anticorps qu'on vous inocule tuent les anticorps naturels. Le système immunitaire ne fabrique plus rien. Avec trop d'anticorps injectés, le système immunitaire tourne mal, il n'est plus régulé. Mais aussi, il dénonce cette satanée protéine spike qui vous bouche les capillaires, les artères et tous ces petits vaisseaux. Alors parfois, ça passe inaperçu dans les examens médicaux, mais ces petits caillots vont directement au cœur, aux poumons, au cerveau. Résultat, embolie, infarctus, thrombose, AVC. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui, chers amis, autant d'effets secondaires. Alors vous le voyez, il mettait vraiment à mal la politique sanitaire de la Belgique et de la France indirectement. Il fallait tout simplement donc lui l'éliminer. Ils ont donc inventé une cabale contre lui par presse interposée. Ils ont payé la presse pour dire que des conneries sur lui, avec des articles à charge ignobles. Ils sont même allés dire qu'il avait détourné 3 millions d'euros. Regardez, alors que c'était finalement 3 000 euros. On lui a reproché également d'avoir déplacé des comptes d'une société à une autre, de simples jeux d'écriture. Mais il a réussi, lui, à démontrer à la justice belge que ce n'est pas le Covid qui a tué, mais bien ses complications et la gestion mafieuse de tous ces États. Le tribunal, au départ, l'avait condamné en 2023, avant que la Chambre du Conseil ne vienne finalement l'acquitter. C'est une immense victoire pour lui aussi. Mais derrière cette victoire juridique incroyable, qui est également celle de Fred et de Cécile, dont vous pouvez voir du reste les interviews sur ma chaîne YouTube, le mal était fait. Eh bien, ce jeudi, après-demain, il aura une audience contre la presse qui l'attaque. Ils devront tous payer. Mensonge d'État, scandale d'État. Heureusement, en Belgique, il y a des juges indépendants, oui, des chevaliers blancs, qui aujourd'hui reconnaissent publiquement toutes ces magouilles sanitaires étatiques à l'échelle mondiale et blanchissent donc ceux qui ont été victimes de ce système. Eh bien, bientôt, chers amis, ce sera aux juges français également d'en faire de même. Le docteur David Bouillon sera donc mon invité ce soir pendant près d'1 heure et demie sur YouTube, sur la Minute de Ricardo à 21h. C'est une affaire énorme, c'est une bombe à retardement, c'est une grenade qui va bientôt dégoupiller et j'en suis sûr contribuer à faire sauter entre autres les gouvernements. Ils ont tué nos proches, nos amis, ils devront régler l'addition. Ne ratez pas le rendez-vous, surtout et partagez. Merci. Voilà. Alors, peut-être une réaction à chaud par rapport à cette minute. Oui, c'est surtout des phrases qui sont peut-être très alertantes. Hein. Donc, ils ont tué, ils ont payé des journalistes. Oui, donc ça veut dire que tout ce qui est vérité, tout ce qui est réalité par rapport à la santé publique a été complètement méprisé. On a mis vraiment la médecine en prison, quoi. Donc, quand je revois ton texte, je me dis, en tant que médecin, oui, on a tué. Mais on a laissé souffrir avant, on a laissé agoniser, on a laissé vraiment ces personnes âgées mourir dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Et ils ont trouvé, plutôt que de soigner à temps, ils ont trouvé cette solution horrible de dire ils souffrent, donc on va injecter, on va aller encore plus vraiment dans cette horreur du terrain, c'est d'achever une vie qui aurait dû être qui aurait dû encore durer. Donc, on agonise, on souffre. C'est l'euthanasie pure, en quelque sorte. Hein. C'est l'euthanasie pure, en quelque sorte. Mais c'est même pas de l'euthanasie, parce que le patient ne l'a pas demandé. Le patient âgé a demandé d'être soigné. Le patient âgé a demandé d'être pris en charge, d'avoir un antibiotique, Donc, ce n'est pas de l'euthanasie. C'est une grosse erreur de parler d'euthanasie. C'est une injection létale
pour des souffrances qui ont été provoquées par une privation de soins. C'est ça le problème. Donc, ça veut dire qu'on a un diagnostic de Covid avec une pneumonie ou avec une septicémie, et plutôt que de donner un traitement qui soigne, qui curatif, on laisse évoluer la maladie en disant « reste chez vous, madame la personne âgée, et prenez du paracétamol, et si vous souffrez de trop, on vous injecte du Rivotril, quoi. Donc, ou on vous injecte un autre médicament. » Quand je dis euthanasie, bien entendu, c'est pas de l'euthanasie, on imagine bien, mais c'est une forme d'euthanasie, parce que psychologiquement, en fait, ils ont poussé les individus dans un tel cadre que malheureusement… Criminel. C'est un homicide, c'est criminel. Criminel. Donc on leur disait finalement, comme vous n'avez aucune issue, dites-nous si vous avez mal en gros, et si vous êtes arrêtez de souffrir. Vraiment dans une et arrêtez de souffrir. Dites-nous. Arrêtez de souffrir, ou sinon on injecte. Si vous voulez arrêter de souffrir. Dites-nous si vous voulez arrêter de souffrir. Alors forcément, ils disaient oui, on veut arrêter de souffrir. Pof, il est piqué. Mais il est piqué même quand les personnes étaient déjà hors d'état de répondre, hein, parce que le consentement éclairé, de surcroît. Il est absent sur toute la ligne dans cette crise sanitaire. Alors, on a bien vu, docteur, que vous avez eu l'immense honneur ou malheur, alors vous allez nous dire justement, honneur ou malheur de révéler toutes ces vérités, parce que ça vous a coûté tellement cher. Non. En réalité, le combat, je le mène donc en mémoire à mon frère et en mémoire à ma grand-mère. Et donc, des moments où c'est un combat, c'est une promesse, c'est un serment d'Hippocrate, c'est le serment en tant que conseiller municipal, parce que je jure fidélité au roi, à la Constitution et aux lois du peuple belge, c'est jusque ma mort. Et donc, et dans le serment d'Hippocrate, on dit qu'on doit le respecter même sous la contrainte. Donc, non, c'est un combat jusqu'au bout, mais le plus difficile aujourd'hui, c'est le temps de toujours encore prendre en charge des personnes qui sont en non-assistance à personne en danger, et le temps de consacrer dans des dossiers factuels, dans des dossiers qui sont composés de preuves. Et donc, c'est difficile pour moi de mener les deux combats en même temps. Et puis, il y a la vie privée qui n'existe plus. Hein, je ne vois plus beaucoup ma fille, je ne vois plus beaucoup ma femme. Et donc, voilà, donc c'est pas évident. Dans ce cas-là, ouais, j'imagine bien. Alors, vous avez eu l'extrême délicatesse de me délivrer donc cette information. Ce que je ne savais pas, c'est que effectivement vous avez été victime d'une très forte pression, notamment de la part de votre père. Hein. Tout a commencé en fait par ça au départ, hein, c'est ça. Donc on était dans les années 70 et mon père, je ne lui en veux pas puisqu'il a subi lui-même la maltraitance, puisqu'il n'a pas connu sa maman, il n'a pas connu son papa, il a été élevé par un oncle à la dure. Et donc, sa maltraitance de père, il l'a transmise envers son fils. Et donc, c'est le maltraitant qui maltraite. Donc, voilà. Donc, non, le maltraitant qui maltraite. Ça se traduisait comment dans les faits, si je peux me permettre de vous poser la question? Pardon? Oui, ça se traduisait comment dans les faits, cette maltraitance? Ça se traduisait de la haine dans les yeux. Il retirait sa ceinture et il frappait avec sa boucle de ceinture. Et donc, il prenait le plaisir de me voir crier, de m'entendre crier, parce que on avait dit non quand on voulait dire oui, et uniquement pour un problème de communication, un problème qu'on impose son avis, un petit peu comme je vis un petit peu en ce moment depuis 10 ans avec ces autorités. Donc, c'est-à-dire le refus de parler, le refus de répondre, le refus d'avoir un débat ou une conversation, je vais dire, contradictoire. Voilà, donc nous sommes à deux maintenant aujourd'hui. Tu n'es peut-être pas d'accord sur un point, mais ce n'est pas pour ça qu'on en vient de la violence, ce n'est pas pour ça qu'on en vient à des injures. Mais moi, j'ai connu cette maltraitance. Et évidemment, j'étais seul, donc je criais, je pleurais, mais je résistais. C'est là que s'est forgé mon caractère de ne jamais être soumis au mal ou à l'injustice. Et évidemment, j'ai donné à partir de ce moment-là tout l'amour à ma grand-mère, parce que ma grand-mère était au courant. Et ma grand-mère a inventé un petit peu toutes les raisons du monde pour venir me chercher, pour venir me protéger. Elle me dit, David, je t'aime, je suis là, tu peux compter sur moi. Et de manière naturelle, de manière instinctive, j'ai dit, parce que je l'appelais Bobonne, j'ai dit, Bobonne, si un jour tu as besoin de moi, je serai là.
Et c'est la chanson d'ailleurs de Francis Lalanne. Et un jour, elle a eu besoin de moi, puisque mon père ne s'est pas arrêté à cette violence envers moi. Il a placé ma grand-mère contre sa volonté dans une maison de retraite, dans une maison de repos. Et alors, un jour, contre sa volonté, et donc un jour, je reçois un coup de téléphone de ma grand-mère en me disant « David, je suis malheureuse, on rentre dans ma chambre, je ne mange pas bien, je n'ai pas d'amour ici, je préfère mourir que de continuer à vivre dans cette EHPAD. » Et j'ai raccroché et je me suis dit, je prends ma voiture, je vais la rencontrer puisqu'elle n'habitait pas loin. Et alors, du coup, avec son accord, elle est revenue à la maison. Elle est décédée à 92 ans, dans le bonheur, dans la dignité. Mais comment peut-on… C'est cette phrase, hein, si tu as besoin de moi, je serai là. Si tu as voilà. Voilà, et c'est ça ma vie en réalité. Quand on a besoin de… C'est ça ma vie. On me téléphone, on me contacte, on appelle à l'aide et David, il essaie de trouver une solution. En étant médecin, évidemment, c'est une solution médicale, sociale, mais donc ça veut dire que c'est tellement simple de trouver une solution face à la souffrance d'une personne qui est en face, mais il faut la vivre, cette souffrance, il faut la comprendre. Il faut vraiment se dire, si on était à la place de celui qui souffre, comment serait-on ? Alors évidemment, à ce moment-là, le serment d'Hippocrate, il coule de source et l'empathie, la bienveillance, l'amour du prochain, c'est devenu d'un naturel qu'on ne sait pas passer. Mais je n'imaginais pas un jour que cette façon de penser, cette façon d'agir, cette façon de se comporter vis-à-vis des personnes les plus faibles, pas les plus pauvres nécessairement comme tu as dit dans la vidéo, mais les plus vulnérables, les plus âgés, les enfants. Mais ça veut dire que je ne pensais pas que ça allait tourner en l'homme qui dérange, en la cabale, en l'homme qu'il faut faire taire. Donc, c'est vraiment l'humain contre la finance, contre l'économie. Enfin, c'est la honte. Alors, il y a eu effectivement il y a eu cette histoire du père. Il y a eu cette histoire de la grand-mère, la fameuse grand-mère. Ta fille m'a arraché une larme, hein, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai ma grand-mère qui bon, pas dans des conditions du tout aussi dramatiques, hein, mais qui m'a pris en main pendant tout un temps, et c'est pour ça que j'ai des liens si forts, j'ai eu des liens si forts avec elle. Et puis il y a eu une autre affaire, mais absolument dramatique, c'est effectivement le suicide de ton frère. Oui, donc le suicide de mon frère. Donc mon frère était pharmacien, donc il menait sa vie de couple avec ses 2 enfants. Et alors un samedi, un 4 octobre 2017, on me contacte, on me téléphone, on me prévient, on me dit voilà, David, ton frère est mort. Mon frère est mort. Et oui, donc j'y ai été. Et en réalité, j'ai un petit peu fait toute la genèse de l'histoire. C'était un homme qui était avec une violence conjugale, donc qui était donc toujours confronté aux tribunaux. Il était pharmacien et il est arrivé au point que il était tellement détruit par cette maltraitance familiale qu'il a décidé de dire voilà, je suis devant le mur, je préfère partir. Et donc il s'est suicidé. Il s'est suicidé à l'insuline. Et il est parti comme un misérable, et je suis certain qu'il est parti aussi avec souffrance, mais il n'en pouvait plus, il a préféré abandonner. Évidemment, nous étions deux frères, mais nous étions deux personnes opposées, un qui se bat et l'autre qui reste soumis et qui préfère refuser le combat. Mais je regrette, je suis triste d'ailleurs de mon frère ici, je suis triste, Dimitri, que tu ne m'as pas contacté comme les personnes qui l'ont fait dans toute ma vie professionnelle. J'aurais tant voulu avoir cet appel téléphonique, cet appel de détresse, cet SOS. Et voilà pourquoi ce qu'il n'a pas fait vers moi, je le fais à tous. Et alors, par rapport à ma grand-mère que tu disais il y a quelques minutes, en tant que médecin généraliste, je n'aurais jamais imaginé que pendant cette crise sanitaire, et qui est dans le film donc Serment d'Hippocrate et Dignité, qu'un jour, une famille me téléphone, me contacte en disant « Mon père est en train de mourir à l'hôpital. » Ils ont annoncé sa mort parce qu'il avait la Covid avec une pneumonie. Et ils ne savent rien faire pour lui. Il va mourir. Et donc, en tant que généraliste, je dois prendre la décision tout de suite. Je dois dire « Mais si maintenant il doit mourir à l'hôpital, autant mourir à la maison. » Et donc, moi, je suis prêt à aller le chercher. Et voilà David qui monte dans une ambulance. L'ambulance va chercher le patient à l'hôpital. On signe une décharge. Dans l'ambulance, je donne déjà la première chose, c'est une prise de sang
de l'oxygène et un traitement antibiotique en intraveineux. Et notre ami Edmond a vécu 2 ans. Il a été condamné à l'hôpital de décès, je vais dire, presque dans les minutes et dans les heures qui suivent. Et d'ailleurs, la famille devait déjà choisir le cercueil. Et il a vécu 2 ans parce qu'il a eu un antibiotique, parce qu'il a eu de l'oxygène, parce qu'il a eu de l'amour. Il y a eu de l'amour. Alors, il y a une autre personne que tu as véritablement sauvée pendant un temps. Justement au moment du Covid, c'est la maman de Fred. Oui. Fred est venu. Alors, Fred, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de voir ses émissions avec Cécile, mais Fred, il a vraiment été tellement ému quand il a évoqué sa maman, qui était tout quasiment pour lui, avec Cécile, bien sûr, mais sa maman et ses enfants, bien sûr, mais sa maman, on n'a qu'une maman. Et c'est vrai que sa maman a été pour lui quelqu'un d'exceptionnel. Et c'est vrai que quand elle est tombée malade, eh bien, c'est toi, David, qui l'a pris en charge. C'est toi qui l'as véritablement soigné. Et figure-toi qu'elle a fait une vidéo à ce moment-là pour te remercier, pour te rendre grâce. Alors, voilà, on va voir peut-être cette vidéo s'afficher sur notre écran. Attends, alors, c'est pas celle-là, c'est ici. C'est que moi, je suis pas très bon au niveau technique, mais là, voilà la vidéo. Je suis toujours là. Et j'espère vous voir très bientôt. Gros bisous. Alors, on a raté le début où elle disait, peut-être qu'on peut le voir ici. On va voir le début parce que c'est le début. Grâce à vous, je suis toujours là. Et j'espère vous voir très bientôt. Gros bisous. Voilà, grâce à vous, docteur, je suis toujours là. J'espère vous voir bientôt. C'est incroyable. Voilà la maman de Fred. Alors, je sais que Fred regarde cette émission. Tu as un petit mot à dire par rapport à sa maman? Ben oui, en réalité, comme beaucoup de mamans qui adorent leurs enfants, cette dame qui était quand même d'un amour pour son prochain d'une manière importante, mais elle l'avait pour son fils. Donc, je peux le dire à Fred, sa maman l'adorait. Sa maman parlait tout le temps de lui. Et c'est une maman qui était face à cette infection et qui a... Et tout de suite, on l'a prise en main. On l'a fait le dépistage, évidemment, grâce au test de Fred. Donc, on a fait la mise au point complète. Et elle a eu le protocole que je fais depuis 35 ans. Et elle a survécu à ce Covid, à cette septicémie, à cette infection à domicile qui est la complication de la Covid. Et cette vidéo, évidemment, me retourne le cœur parce que elle a tellement été gentille, elle a tellement été empathique, alors que je ne la connaissais pas depuis longtemps, mais elle adorait ses enfants. Enfin, elle adorait Fred, elle adorait Cécile, elle adorait ses petits-enfants. C'était une femme qui apportait que de l'amour. Et quand elle le portait dans son regard, dans son parler, une dame que je ne connais pas, ou très peu, qui m'envoie des bisous, mais je pense que ça démontre que dans ce monde, il y a encore des personnes avec un cœur plein de gentillesse et d'amour. Donc, alors c'est vrai qu'inversement, tu as réussi à la soigner, je dirais, de la maladie. Oui. En revanche, elle a été extrêmement affectée par ce qui est arrivé à Fred et Cécile, avec ses 70 ans de prison. Ceux qui prennent l'émission en cours, qui n'ont pas vu les émissions passées, là c'est une trilogie, en quelque sorte, c'est la 3e émission d'une série sur ces problèmes-là en Belgique. Eh bien, vous devriez aller voir également, bien sûr, l'interview de Cécile, mais également celle de Fred, où il parle de ça, il parle justement de cette pression médiatique qui a été exercée notamment sur son fils, sur Fred, et elle n'a pas supporté ça. Elle ne voyait pas que Ricardo, c'est important, c'est qu'on parle toujours de code de déontologie, on parle de ma suspension, mais la dignité, c'est l'article numéro 1 dans les conventions des droits de l'homme. La dignité doit toucher tout le monde. Et donc, Fred, Cécile, moi, Elisabeth et d'autres, nous avons été victimes de cette atteinte à notre propre dignité. Mais alors, évidemment, quand un fils reçoit une cabale, enfin subit une cabale, subit un harcèlement, subit des auditions, des perquisitions, mais évidemment la maman qui adore son fils, elle en prend un coup aussi, elle est aussi dans la maltraitance, parce que c'est de la maltraitance sur toute la ligne, et en plus ce sont des atteintes à la liberté, à la réalité, mais sans preuve, c'est parce que c'est dans le cadre d'une cabale, parce qu'on dérange. Mais la maman de Fred,
a eu cette Covid, mais après, elle a eu ce mauvais diagnostic par l'hôpital aussi. Donc, là aussi, j'ai découvert des marqueurs de cancer qui n'avaient pas cherché à l'hôpital. Donc, cette dame est décédée trop vite aussi. Donc, voilà, donc cette erreur, ces erreurs médicales, cette médecine qui a été mise en prison, qui est mise en prison, parce que le généraliste a le devoir de faire une mise au point le plus vite possible quand ce sont des personnes âgées. Et maintenant, tout ça ne se fait plus. La moindre chose, on va à l'hôpital et on va à l'hôpital trop tard. Voilà, donc tu dis elle est en prison. Fred, lui, il a été en prison. Hein. À 2 reprises, il a été arrêté de façon extrêmement musclée, en fait, chez lui, des arrestations éhontées. On l'a même mis dans un cachot, lui qui mesure près de 2 mètres. Il était quasiment debout. J'étais pas loin, hein. On était ensemble, hein. On était à 4. Hein. Ah ouais, les murs étaient suintants, c'est ça, et puis il faisait froid dans la prison. Parce que toi, tu y étais aussi à ce moment-là. Ben, c'est-à-dire que j'étais interrogé par la juge d'instruction. Donc, à 6 heures du matin, il frappe à la porte, un petit peu comme l'avocate de Paris qui a eu ça aussi. Il débarque. On ne s'imagine pas qu'en pleine crise sanitaire, en pleine période où les personnes meurent et qu'il faut sauver, on n'imagine pas qu'on tape à la porte, on tambourine dans les volets avec des brassards orange. On a des cow-boys qui arrivent dans tous les coins. Comme si on avait tué quelqu'un, comme si on était le dealer du quartier. Et alors, là, c'est terrible parce qu'on est privé de liberté. On est en plein Covid, je le répète, mais nous sommes quand même à 4 dans une voiture. Il n'y a pas de masque, il n'y a pas de distanciation sociale, il n'y a rien du tout. La justice est vraiment à tous les droits, ils sont vraiment au-dessus des lois. Et alors, moi, je pars donc au tribunal avec Elisabeth, ma compagne, alors Fred et Cécile, avec les documents, de Mike Touzard, avec toute mon expertise. Et je suis relâché, donc je suis libéré à 4 heures de l'après-midi, donc à 16 heures. Mais à 16h03, je suis déjà dans le journal. Le docteur Bouillon perquisitionné, le docteur Bouillon arrêté, le docteur Bouillon sous le joug de la justice. Mais je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Alors, en plus, c'est une perquisition qui concerne les tests rapides Medakit, qui sont acquittés il y a quelques jours. Je dis, mais on est dans un monde de fous. Je suis médecin pour soigner, j'étais prêt à démarrer ma journée pour prendre en charge des personnes qui ont besoin de moi, et on me prive ma journée pour une accusation ou des accusations qui n'ont pas de fond, qui n'ont pas de base. C'est terrible. La justice a tous les droits quand il faut arrêter quelqu'un qui dérange, et quand vous avez besoin de justice, ça va prendre 10 ans. Oui. Alors, c'est vrai que tu as vécu vraiment des heures extrêmement sombres, extrêmement difficiles, avec des menaces pénales à la clé, faux en écriture, escroquerie, abus de confiance. J'ai eu 47 accusations. 47 accusations. 47 accusations. Non, mais je ne sais pas si les gens nous regardent. Vraiment, je ne sais pas s'il y a une distance ou quoi, avec créé forcément par l'écran, par Internet, par les réseaux et tout ça. Mais je ne sais pas si les gens nous regardent, peuvent imaginer ce que c'est que d'avoir 40 chefs d'inculpation contre soi, avec des menaces évidentes de rester très très longtemps et toute sa vie en prison à la clé. Tout cela uniquement parce que c'est une volonté politique délibérée. Il n'y a pas d'autre chose. Comment la police, et donc je ne vais pas parler trop longtemps de ça, mais c'est simplement pour mentionner à ceux qui nous écoutent, dans les 47 inculpations, c'est Monsieur Bouillon, vous avez retiré 300 € au distributeur en 2017 et vous l'avez retranscrit dans le cahier. Donc, ces 300 € sont dans votre poche. Et voilà, ce sont donc des 300 par-ci, 100 € par-là. Donc, on en arrive à 3 000 depuis 2017, donc 3 000 €, et qui se transforment 3 millions dans le journal. Mais je dis, mais comment est-ce qu'on peut décortiquer des comptes qui sont vraiment une poursuite, je vais dire, d'acharnement sur une comptabilité que j'ai peut-être négligée. Ça, je n'en disconviens pas. On ne peut pas être médecin et comptable. On ne peut pas être médecin et comptable. Et voilà. Et puis, de toute façon, on était 24 sur 24. Après, qu'on prenne 100 ou 200 balles parce qu'on a besoin de ça, parce que, voilà, avec la carte de la société, et qu'on ne peut pas justifier, ce n'est pas pour autant qu'on doit être vraiment… Si à la maman de Fred, j'aurais répondu… Si j'avais répondu, Madame, je n'ai pas le temps de vous examiner,
je dois faire mes comptes ou je dois faire ma comptabilité, la maman de fret, je pense qu'elle n'aurait pas vécu longtemps. Et donc, et des mamans de fret, il y en avait plus de 10 000. Et donc, un généraliste avec quelques infirmières autour de lui, avec une équipe de bénévoles qui prend en charge plus de 10 000 personnes âgées qui sont en situation de maltraitance et de non-assistance à personnes en danger, la justice, clac, elle a balayé cette façon de travailler pour dire vous avez détourné ou vous n'avez pas mis les 3 000 € dans le cahier dont vous êtes condamné à 6 mois de prison. Alors justement, par rapport à ça, il y a également l'un des chefs d'inculpation qui concerne la création, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça aussi, la création d'une ambulance sociale sans autorisation. Vous vous rendez compte, voilà. Ce médecin en plein cœur du Covid qui prend une ambulance, qui fait en sorte de créer vraiment toute une infrastructure positive autour pour pouvoir aller à la rencontre des gens, pour pouvoir prodiguer des soins, pour pouvoir faire des tests qui avaient été validés, notamment en France, reconnus par l'Institut Pasteur et tout. Il part là-bas et non, pof, il est arrêté aussi pour ça. Vous vous rendez compte un peu ? Alors que cette ambulance a eu une agréation du ministre de la Santé, donc le document il est officiel. Voilà, donc en réalité, ce qui est terrible, et c'est pour ça que j'ai pris les devants aujourd'hui, ce matin, c'est que ces instructions doivent être maintenant sous le couvert maintenant des instances judiciaires supérieures, c'est-à-dire que, et vous allez comprendre ce que je vais dire, votre président Sarkozy, il a été en justice une fois qu'il n'était plus président, et on a quand même découvert des délits, comme un certain Macron l'aura un jour aussi. Mais ça veut dire qu'on soit ministre, qu'on soit président, qu'on soit des personnes censées respecter la loi, ce sont des personnes qui sont hors la loi. Et donc, un procureur du roi ou un juge d'instruction ou une commissaire de police, puisque cette commissaire de police de Mons, elle a quand même mis des accusations à mon égard sur les personnes âgées qui ont aussi amené à un non-lieu, qui ont aussi amené à un acquittement. Et donc, ces personnes sont censées chercher la vérité, sont censées respecter les lois, et ce sont eux qui trahissent leur serment, qui trahissent leur code, qui trahissent leur code de déontologie. Pour qui ? Mais pour Goliath, donc c'est-à-dire pour le gouvernement, pour la politique, pour le Big Pharma, pour tout ce qui atteint la santé publique, tout ce qui atteint la santé de toutes ces personnes vulnérables, de tous ces patients, quel que soit l'âge, quelles que soient les conditions, qui meurent parce que les responsables de ce pays ou de la France ont décidé de gagner de l'argent plutôt que d'apporter de la santé, de la médecine de qualité. Alors, ils ont gagné de l'argent à travers trois aspects, bien sûr, toute la gestion du Covid, on l'a vu, mais deux aspects notamment prioritaires, c'est effectivement les tests, dont on va parler dans un instant, et puis également les masques. Ça a été vraiment deux sujets extrêmement sensibles sur lesquels toi, tu maîtrisais parfaitement l'affaire et qu'on ne t'a pas autorisé à faire. Donc, en fait, tu peux évaluer à combien le nombre de vies que tu aurais pu sauver si tant est que ces tests pour lesquels tu as été, l'utilisation de ces tests pour lesquels tu as été suspendu 9 mois, eh bien, si ça n'avait pas été le cas, tu aurais pu sauver combien de personnes ? Des dizaines de milliers de personnes, tu penses, avec ces tests ? En réalité, on aurait sauvé toutes les personnes qui sont décédées. Donc, en réalité, n'oublie pas, Ricardo, que toi, tu parles de deux choses, les masques et les tests. Mais moi, je parle de la troisième chose qui est aussi importante, c'est une absence de traitement, une absence de prise en charge. Donc, ça veut dire que des moments où la première ministre belge dit, dans une crise sanitaire la plus grave, restez chez vous et prenez du paracétamol. Et moi qui suis médecin qui entend ça, je dis aux patients, si tu as une pneumonie à cause de ta Covid, si tu as une thrombose à cause de ta pneumonie, de ta Covid, si tu as maintenant une complication d'une Covid comme une complication d'une grippe, reste chez toi et prends du paracétamol. Donc, ça veut dire qu'on empêche d'utiliser un masque pour ne pas contaminer les personnes vulnérables. On empêche par un test d'avoir un diagnostic rapide en disant c'est positif, tu es positif, tu es bien, tu es positif, mais ne va pas contaminer tes personnes âgées. Ben ça, on a été dans l'impossibilité de le faire à un certain moment. Et puis, il y a une absence de traitement parce que la prise en charge
du professeur Raoul qui est complètement réelle, mais lui, il parle d'une prise en charge à l'hôpital, mais moi, je parle d'une prise en charge à domicile. Ça veut dire qu'une personne âgée comme la maman de Fred, qui fait de la température et qui a des symptômes de Covid avec pneumonie, avec septicémie, à 80 ou à 85 ou à 90 ans, il faut agir vite. On ne peut pas laisser une personne âgée avec une pneumonie pendant une semaine. Or, toutes les personnes qui sont arrivées à l'hôpital avec des pneumonies et des septicémies sont arrivées trop tard. Donc, réanimation, intubation, mais tout ça, c'est 10 000 € par jour, hein, un service de réanimation. Et alors, ma plus grosse colère, évidemment, et c'est pour ça que j'ai eu cette cabale qui a été gigantesque, c'est que j'étais convaincu, et je le suis toujours aujourd'hui, que ce PCR qui était fait donc devant une suspicion de Covid, il fallait un papier par le médecin traitant, il fallait aller dans un centre, il fallait avoir les résultats, et les résultats, ils étaient entre 5-6 jours et 2 mois. 2 mois après, il y a encore des personnes, par des articles de presse, qui attendaient toujours le résultat. Alors, si maintenant on fait un test pour dire grâce au test, on va empêcher la contamination et la contagion, mais si ce test, c'est pour l'avoir une semaine après, ou ne pas l'avoir du tout, et qui a coûté quand même à la collectivité, parce que le patient ne payait pas. Ah oui, on ne paye pas, mais les assurances payent, les mutuelles payent, et donc c'est un coût en milliards qui a été payé par les citoyens, alors que le test rapide est largement peu onéreux, parce qu'on m'a accusé, dont le professeur Kogan, qui est un pro-PCR et un pro-vaccin, le professeur Kogan, il m'a accusé des 20 €, mais il a oublié de mentionner que ces 20 € ne concernaient pas que le test, ils concernaient la prise en charge, le fonctionnement, le téléphone, la prise des paramètres, la prise de sang, le traitement, le suivi. Et donc, c'était vraiment un service complet avec nos services d'ambulance, comme tu l'as dit, et c'était 120 €. C'était 120 €. Ils étaient dépistés, ils étaient pris en charge, et s'ils étaient positifs, ils avaient l'examen clinique et ils avaient le traitement. D'ailleurs, il y a une dame en septembre 2020 qui a fait 45 km parce que son médecin, par téléphone, à plus de 20 € la consultation par téléphone, lui a dit « Tu tousses, c'est la Covid ». Mais elle n'était vraiment pas bien, cette dame, de plus de 60 ans. Et donc, elle est venue d'une manière difficile. Donc, elle avait des douleurs, elle avait des douleurs dans la poitrine et tout. Elle est venue donc à notre centre pour ses symptômes, et le test de Fred était négatif, donc il n'y avait pas de Covid, mais elle avait un cœur qui battait à 200, donc j'ai dû appeler le 112. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce n'était pas une toux de Covid, c'était une toux parce qu'elle avait un cancer du poumon qui a été opéré dans les jours qui ont suivi, qui est toujours vivante aujourd'hui. Et si elle avait écouté son généraliste, elle serait décédée. Et voilà pourquoi ce cas de Maryse, de René, c'est le cas de milliers de personnes, donc des gens qui ont des cancers, des gens qui avaient des maladies non covidiennes. Et alors, on est allé dire qu'ils étaient morts de Covid. Mon œil, ils ne sont pas morts de Covid. En fait, si je comprends bien, c'est tout un protocole que vous mettiez en place. Oui. Qui permettait, en fait, je veux dire, au-delà des simples tests, hein, c'était effectivement tout un aéropage, une prise en charge totale, donc notamment avec la prise de sang. Et en quoi, alors justement, cette prise de sang est-elle finalement déterminante pour toi? Mais les personnes qui nous écoutent et qui ont eu peut-être la malchance d'avoir été aux urgences, ils savent tous que quand on a une maladie et qu'on va aux urgences, qu'est-ce qu'on fait pour la première fois? On fait une prise de sang. Donc, ça veut dire que le médecin généraliste que je suis, qui a une valise médicale qui n'est pas aussi complète qu'à l'hôpital, on a l'occasion de faire une prise de sang, comme la truelle pour le maçon. Cette prise de sang me donne l'état de santé de la personne qui vient à moi avec des plaintes. Et donc, grâce à une prise de sang complète, on sait voir est-ce qu'il y a une infection dans le sang. Donc, on appelle ça le CRP. Ce CRP, quand il commence à augmenter, on sent qu'il y a un risque d'infection parce qu'il y a de la température, parce qu'on sait qu'on est dans un contexte infectieux grâce aux tests et autres choses. Donc, on sait mesurer tout ce qui est infection, inflammation. On sait doser dans cette crise sanitaire
si la personne a un risque de faire une thrombose par la mesure, l'analyse, donc qu'on appelle les dédimères. Les personnes âgées en Belgique et en France, contrairement aux pays où il y a du soleil, ils sont en carence de vitamine D, ils sont en carence de zinc, ils sont en carence de vitamine C. Donc, ce sont tous des ingrédients importants pour le système immunitaire. On sait mesurer la vitamine D par prise de sang aussi. On sait mesurer l'état du foie, l'état du rein, on sait faire les marqueurs cardiaques. Hein, le docteur Hock le parle très bien. C'est myocardite lié à la COVID, c'est myocardite lié à l'injection. On sait les mesurer, on sait les doser par prise de sang. Et donc, c'est important parce qu'on agit vite. Alors, évidemment, la prise de sang nous apporte aussi, donc, bonjour, Andy. La prise de sang nous apporte, on peut doser les marqueurs de cancer, comme la maman de Fred, mais pas un marqueur, 2, 3 ou 4. Le réalisateur du film, Gilles, qui a eu donc une prise de sang, comme je viens de t'expliquer maintenant, j'ai su faire le diagnostic d'un cancer de la prostate, rien qu'avec les marqueurs, sans symptômes. Et donc, il a eu une résonance, il a eu une ponction, il a eu de la radiothérapie et il est sauvé. Donc, même aujourd'hui, quelqu'un qui est en bonne santé comme toi et comme moi, on fait une prise de sang complète, on tombe sur quelque chose et on peut soigner à temps. Et on peut soigner vite et on évite de la chimio, on évite des traitements lourds. Et donc, mais là, concernant cette période-là… Attends, Ricardo, j'ai oublié de te dire, je termine la prise de sang pour dire que ce qu'on méprise aujourd'hui, c'est qu'on est dans une pandémie, on est soi-disant dans une crise sanitaire. Et donc, où est la prise de sang pour tout ce qui est anticorps? Où est cette prise de sang-là? Donc, ça veut dire que quelqu'un a fait la COVID, on ne lui dose pas ses anticorps. Quelqu'un va être vacciné ou injecté, on ne lui dose pas ses anticorps. Mais comment peut-on connaître son système immunitaire si on ne fait pas de prise de sang? Donc, ça veut dire que grâce à la prise de sang, on sait voir rougeole, rubéole, oreillon, hépatite, HIV, on sait tout voir. Mais la COVID, on se tait, on ne sait rien voir. Ce qui est faux. On sait voir les anticorps liés à la COVID, donc des anticorps dirigés contre la protéine spike, donc comme les injectés, mais aussi on sait doser les anticorps qui sont contre le noyau du COVID. Et là, le noyau, ce sont les personnes qui ont fait la COVID, qui l'ont en grande quantité. Et donc aujourd'hui, nous sommes en 2025, j'ai fait ma prise de sang et j'ai toujours plus de 400 d'anticorps alors que la norme, c'est 35. Donc, quand les experts de plateau ont été dire à la population que les anticorps ne restaient pas longtemps et donc faites-vous vacciner, c'était un mensonge d'État. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire ça à la télévision dans une maladie qui est nouvelle et par rapport à une prise de sang qui n'a pas été faite. Et c'est ça la sérologie de mon ami Fred, c'était les tests sérologiques, c'était justement pour voir la présence d'anticorps, mais ça dérangeait ces tests rapides, puisque grâce aux anticorps, on aurait pu dire halte à cette injection expérimentale. Et donc, j'ai fait, et ça c'est important ce que je vais dire, en 2021, j'ai fait une conférence de presse pour dire que les anticorps de M. Ricardo Boutry, qui est du groupe sanguin A par exemple, si tu as trop d'anticorps, on pouvait faire une transfusion de tes anticorps à quelqu'un qui est du groupe A comme toi et qui n'a pas d'anticorps et qui est face à une COVID sévère. Donc, ça veut dire, on appelle ça des anticorps naturels. Eh bien, quand j'ai dit ça à la conférence de presse en mai 2021, le commissaire Corona de Belgique, qui est M. Facon, il a mis dans le journal que c'était une excellente étude. Il saluait mon étude. Ça veut dire que les anticorps des personnes qui avaient du Covid par groupe sanguin, on aurait pu facilement les utiliser pour des personnes Covid. Et donc, on avait déjà le traitement en 2020. Parce que nous avons, malheureusement pour l'État, nous avons toutes nos prises de sang qui sont là. Mais quand un docteur généraliste de Belgique a plus de 10 000 prises de sang avec les anticorps, je peux te dire que ça donne la raison de la cabale et de la haine qu'on a envers moi. C'est ça, parce que les anticorps, en fait, d'après ce que je comprends à travers ce que tu dis, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. D'abord, quand il en manque, donc il faut effectivement en donner, mais mais quand il y en a trop d'anticorps, tue les anticorps en quelque sorte, non? Alors évidemment, les experts de plateau, qui sont quand même
les spécialistes, hein, ils sont infectiologues, ils sont épidémiologues, ils sont avec des comptes en banque bien remplis. Ouais, ça c'est sûr. Mais qu'est-ce qu'on leur a dit de dire? C'est que faites-vous vacciner et vous allez avoir les anticorps qu'il faut. Sauf que il n'y a personne qui savait donner la réponse. Comment le corps humain va-t-il réagir à ces injections 1, 2, 3, 4, 5, sans contrôler la prise de sang, sans contrôler les anticorps. Donc, les personnes ont fait plusieurs injections d'affilée sans savoir quel était leur taux d'anticorps. Or, avec les prises de sang, je vois que toutes les personnes qui ont été injectées ont des taux d'anticorps à plus de 2000. Donc, ça veut dire que l'appareil du laboratoire n'arrive même pas à donner un chiffre. Ah oui, non, c'est plus de 2000. Alors, moi, j'ai 400 de manière naturelle, parce que je n'ai pas été injecté et je ne le serai jamais. Hein. Donc, et je suis content de ne pas l'avoir fait. Mais ça veut dire que cette injection a déclenché dans le système immunitaire des personnes, qu'on soit des enfants ou des personnes de tout âge, a déclenché une production d'anticorps qui n'est plus contrôlable, qui n'est plus contrôlée. Et donc, quand on fait la prise de sang, vous avez plus de 2000. Alors moi, en tant que médecin généraliste, qu'est-ce que je constate dans ces personnes qui ont plus de 2000 ? C'est que leur système immunitaire est complètement déréglé. C'est un petit peu comme, je ne sais pas si tu te souviens, il y avait un moment où on faisait des régimes pour maigrir et on donnait aux gens des extraits de thyroïde. C'est la même chose. Donc ça veut dire qu'on a bombardé ces injections pour stimuler des anticorps qui sont dans ton corps de manière maintenant extrêmement nombreuse, mais ils se retournent contre toi. Donc, ça veut dire que ces anticorps t'empêchent d'avoir un bon système immunitaire contre les cancers, un bon système immunitaire contre les maladies auto-immunes et un bon système immunitaire contre des maladies importantes. Donc, les gens se sentent plus fatigués, ils ont plus de rhume, ils ont plus d'infections maintenant et ils ne sont pas bien, quoi. Et ce pas bien est déclenché par cette injection qui force un système immunitaire à produire des anticorps à la chaîne sans en contrôler le nombre, sans en contrôler le nombre maximum. Et ça, on n'en parle pas de ça. Mais donc c'est pour ça que le système immunitaire, il faut le laisser tranquille. Et donc, si j'avais été à la place des médecins de plateau, j'aurais dit, face à une infection, la première chose à faire, c'était de protéger, d'améliorer son système immunitaire, de manger des fruits, des légumes, de ne pas stresser, de dormir, de marcher. Enfin, tout ce qui était bon pour le système immunitaire, il fallait le renforcer. Et aujourd'hui, Ricardo, on ne parle toujours pas par rapport à nos personnes vulnérables, comment il faut manger mieux, comment il faut se protéger et comment améliorer son système immunitaire. Or, la vitamine C, le zinc, c'est dans des légumes, dans des fruits, ça coûte pas cher, c'est pas Big Pharma. Alors, il y a plusieurs questions qui se posent à date dans cette émission. Là, déjà, la première par rapport aux effets secondaires que l'on voit aujourd'hui et qui sont si nombreux, qui ont été évoqués là, dans la minute en début d'émission. Justement, par rapport à ça, c'est quoi ? C'est la protéine spike qui bouge. Donc c'est la protéine spike. Et donc, j'ai eu des documents. Donc, les généralistes ont eu des documents en début de crise en disant attention, les injections, la Covid, ça donne des lésions au niveau donc, des petits capillaires. Donc, ça veut dire que le cœur, du cœur, il part les artères qui vont vers les organes. Et une fois que l'oxygène est arrivé aux organes, ça revient vers le cœur et les poumons par des veines. Donc, les artères, les veines. Et au niveau des organes, on appelle ça des capillaires. Donc, ce sont des petits vaisseaux sanguins qui sont très fins parce que l'oxygène doit passer et le CO2 doit revenir. Et donc, c'est à ce niveau-là que ces capillaires sont fragiles. Et donc, la protéine spike provoquait donc des lésions dans ces petits capillaires qui se transformaient en saignement, en thrombose. Et alors, évidemment, de l'endroit où ça devient thrombose, ça part via le sang, donc dans des organes vitaux, qui sont le cerveau, l'AVC, qui sont le cœur, l'infarctus, le poumon, l'embolie. Et donc, souvenez-vous tous que c'est facile. Quand un jour, on avait une phlébite, on avait une phlébite dans la jambe, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait une prise de sang pour doser les dédimères parce qu'on avait peur que de la phlébite qui était dans la jambe, ça remonte vers les poumons, faire une embolie pulmonaire. Donc, c'est aussi simple que ça. Mais comme c'était la Covid, là, pas de prise de sang dédimère, pas d'anticoagulants, pas de traitement préventif,
parce que c'était la Covid. Et voilà. Donc, Ouais, la prise de sang. mais ça se voyait pas, ces petits. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à déceler cela, en fait, à travers. Et parce que ce sont des capillaires, donc ce sont des petits vaisseaux. Et d'abord, on ne les décèle pas parce qu'on ne les cherche pas d'abord aussi. Hein. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce que tu as une douleur quelque part qu'on va faire des examens pour rechercher une thrombose liée à la Covid. Ça c'était à l'heure, puisque déjà les dédimères, on ne les analyse quasiment pas du tout. Les dédimères. Donc le CRP pour les infections et les dédimères pour les thromboses. Salut Bernard Ox, on salue le docteur Bernard Ox qui est au Luxembourg et qui, lui, pendant la crise de Covid, je me souviens, avait vraiment milité pour qu'on fasse des tests dédimères, là, justement. Oui, et M. Agré, tout ça, oui, tout à fait. Et il avait aussi découvert, et je l'en félicite, hein, donc ces dédimères liés à la vaccination. Et moi, j'avais déjà, en 2020, fait l'association des dédimères par rapport aux gens qui avaient la Covid. Parce que ce soit la Covid ou l'injection, c'était la protéine spike qui provoquait des dégâts au niveau de ces petits vaisseaux. Alors voilà pourquoi il y a beaucoup de problèmes au niveau neurologique, au niveau du cerveau, parce que ces petits capillaires, ils sont partout. Ils sont au niveau des yeux, au niveau du cerveau, au niveau des organes. Et donc c'est là qu'il y a des lésions très fines, mais si on passe à côté, ça se transforme, une artère qui se bouche est un organe qui se nécrose, donc est un organe qui va finir par mourir, en partie ou en totalité. Ah ouais. Alors, c'est vrai. L'ARN messager, alors justement, ça, on ne l'avait pas évoqué en préparant cette émission, mais on sait qu'Alexandre Orion-Claude avait vraiment dénoncé tout ça avec force et passion, comme elle sait le faire. Toi, tu sens quand même à travers cela qu'aujourd'hui, et notamment tous les aliments, on essaye vraiment de mettre cet ARN un peu partout? Non. Là, Ricardo, là, je suis obligé de stopper parce que là, ce n'est pas mon expertise, ce n'est pas mon expérience. Évidemment, cette technologie. On demandera à d'autres, alors. Oui, sincèrement, oui, parce que c'est pas. Tu préfères rester dans ton domaine. Par contre, tout ce qui est génétique, donc le génome, donc qu'on soit ADN ou ARN, eh ben, c'est le but aussi du PCR, quoi. Donc, le PCR qu'on a parlé tantôt, on faisait un examen dans le nez pour rechercher du virus. Mais c'est faux. Le PCR ne recherchait pas le virus. Il recherchait l'ADN du virus. Donc, ça veut dire que si le virus est vivant ou il est mort, ben le PCR sera de toute façon positif, puisqu'il y a du Covid dedans. Et donc, voilà le leurre de notre société, c'est qu'on a déballé des PCR sans savoir si on était dans une phase active, dans une phase… oui, il y a du Covid, mais il y a du Covid partout. Hein. Tu peux faire un PCR de toutes les maladies que tu veux. Le nez est un organe qui résiste déjà contre toutes sortes d'infections. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas alors des PCR pour les grippes? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des PCR pour les pneumonies? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des PCR pour tout alors? Alors moi, sur 35 ans de médecine, je n'ai jamais connu les PCR avant 2020. Jamais. Et donc pourquoi sur quelques semaines, quelques mois, on s'est braqué sous le PCR parce que ce n'était pas médical. Le PCR n'est pas un examen médical. Le médical, c'était de dire j'ai des symptômes, je dois être pris en charge parce que j'ai 80 ans et qu'une infection à une personne de 80 ans peut engendrer une septicémie et donc des maladies graves. Donc, il fallait un protocole d'infection en route. Tu sais que j'ai été lanceur d'alerte en 2020 parce que j'ai eu un coup de gueule parce que l'oxygène à domicile, parce qu'on parle des gants, on parle des masques, on parle de beaucoup de choses, mais il y avait aussi une carence, il y avait aussi une pénurie d'oxygène à domicile en 2020. Et donc, ça veut dire que des personnes sont décédées par manque d'oxygène, ils sont décédés par asphyxie liée à des pneumonies. Alors, tu te rends compte, Ricardo, quand une personne de 80 ans a eu la Covid par contamination, et puis après, elle a une pneumonie. La pneumonie lui donne un problème d'oxygène. Et l'oxygène, normalement, est en pénurie. Et puis, on dit à la personne âgée, ah, tu n'iras pas à l'hôpital. Tu n'iras pas, moi, ma TV s'est éteinte. Voilà. Non, mais donc, tu n'iras pas à l'hôpital.
Juste un truc par rapport à ça, ce qui est très important, c'est que nous, on avait révélé à l'époque, et je pense que la justice va faire son œuvre. Et quand on s'attachera vraiment à cette question-là, ils vont entrer dans le fond des choses. On avait demandé aux pompiers, tenez-vous bien, aux pompiers, lorsqu'ils allaient faire des interventions chez les personnes, de ne pas prodiguer d'aide à l'oxygène. Les gens suffoquaient, quoi. Les gens mouraient, en quelque sorte. Le gouvernement a créé des circulaires. De toute façon, il y a eu beaucoup de circulaires. Hein. Fred, il parle d'une circulaire que les gouverneurs ne pouvaient pas l'appeler pour les tests. Il a raison, hein, sur base d'articles de journaux. Mais il y avait des circulaires, interdiction d'envoyer les personnes âgées à l'hôpital, aux urgences, d'appeler une ambulance. Donc, tu te rends compte, Ricardo, les personnes âgées sont dans un EHPAD avec un problème de pneumonie. Ils étaient en train de gémir, d'agoniser. Il n'y avait pas de médecin, il n'y avait pas d'oxygène, il n'y avait pas d'antibiotiques. Voilà dans quelle fin de vie ils ont été. Et aujourd'hui, le protocole de la mort qui sont dans les hôpitaux, c'est que si maintenant, moi, j'ai 80 ans, j'arrive aux urgences, on ne va pas me demander ce que j'ai. On va dire, vous venez pourquoi? Non, non. C'est la première chose, c'est la carte d'identité. Vous avez quel âge? Moi, j'ai 80 ans, monsieur. Ah, vous avez 80 ans. La gériatrie, elle est par là. Mais si vous aviez 40 ans pour cette pneumonie, la pneumologie, elle est par là. Mais ça veut dire que dans les deux services, l'un va avoir un traitement complet et l'autre n'aura pas d'oxygène, ou très peu, pas d'antibiotiques, pas de ci et pas de là. Et c'est pour ça que tout ça est dans le film, Ricardo. Tout ça est bien expliqué dans le film. C'est très, très, très bien ce film qui a été vu du reste quasiment 800 000 fois. Hein, j'ai vu, 850 000 vues. Ouais, Serment d'Hippocrate et Dignité. Donc, c'est Serment d'Hippocrate et Dignité qui est sur YouTube. Hein, donc, voilà. Serment d'Hippocrate et Dignité qui est vu donc dans YouTube, donc dans le monde entier. Et nous avons donc une proportion de vues. Donc, tout ce qui est Afrique, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Comme par hasard, les pays qui s'occupent bien de leurs personnes. Voilà, c'est très important de le souligner parce que c'est vrai qu'on condamne beaucoup les Arabes, les musulmans et tout ça, mais chez eux, en tout cas là-bas, sur place, ils s'occupent de leurs vieux. Ils ne les laissent pas comme ça crever la bouche ouverte. C'est important. Ricardo, en pleine crise sanitaire, j'avais des voitures avec des personnes de nationalité marocaine, tunisienne, avec leur maman ou leur papa derrière qui n'étaient vraiment pas bien. Hop, on les mettait dans la voiture. Comme ils étaient refusés à l'hôpital ou mal soignés à l'hôpital, ils arrivaient dans notre centre et ils étaient en affaires. D'ailleurs, dans la chanson que tu as vue de Francis Lalanne, il y en a une qui arrive avec sa maman. Mais c'était ça. Il fallait sauver la maman, il fallait sauver la personne âgée qui n'était pas bien, quoi. Et c'est ce qu'on faisait. Et c'est ce qu'on a fait avec la maman de Fred. Et effectivement, alors on va revenir sur cette information qui était quand même complètement dingue, c'est que dès lors que la personne était décédée, on brûlait les corps immédiatement pour éviter, bien sûr, les autopsies. Hein. Ce que je disais, en fait, c'était pour éviter toute contagion naturelle, et donc finalement éliminer toute preuve possible, inimaginable. En réalité, dans le film, il y a une dame qui témoigne très bien. Son mari est décédé à l'hôpital. Il a été enterré donc sans vêtements. Donc, il faut savoir que dans les EHPAD et dans les hôpitaux, il y avait déjà des sacs de poubelle qui étaient prêts pour mettre les corps dedans. Et donc, ça veut dire que les familles ne voyaient pas leurs parents décédés. Les enterrements, c'était très limité, si pas interdit. Les autopsies, on n'en faisait pas. Les incinérations, ah oui, les incinérations, ça, il fallait les faire, parce que ça, c'était la preuve qui disparaissait à jamais. Donc voilà. Donc, en réalité, tout ça était bien programmé, prévu. Les masques, les tests, les traitements qu'on ne faisait pas, les enterrements. J'ai été dans des pompes funèbres, mais je me suis dit, mais ces personnes-là, il fallait pas être en bourse, hein. Ils étaient non-stop, les pompes funèbres. Ils ont eu un travail de fou et de dingue. Et la souffrance ou le deuil de toutes ces personnes est passé à la trappe, quoi. Et j'ai un monsieur de 86 ans qui vient me voir souvent et qui pleure encore. Comment est-ce qu'on peut avoir 86 ans, aller voir son épouse donc, qui est hospitalisée Covid-pneumonie et à qui on lui dit « Hey, retourne chez toi, ta place n'est pas ici, ta femme elle a la Covid, elle a la pneumonie, elle est là, et toi tu retournes chez toi. » Et pendant 3 mois,
il n'a pas su voir sa femme. Pendant 3 mois, il a pleuré les larmes de son corps jusqu'au jour où on l'appelle en disant « Maintenant, tu peux venir » parce qu'elle est morte. Elle est décédée. Non, mais c'est absolument dégueulasse. C'est Alfred. C'est un fait. Je pense qu'il n'y a pas de mots comme ça. Est-ce que toi, tu penses que c'est la plus grande tragédie, ça, c'est sûr, organisé, ça, c'est évident. Orchestré, voulu, ça, c'est quasiment biblique. Je voudrais que les auditeurs, comprennent ce que je veux dire. Les auditeurs doivent comprendre ce que je veux dire. On n'est pas à Gaza ici. On n'est pas en Israël. On n'est pas en Ukraine. On est en Belgique et en France. Laisser mourir des personnes âgées par discrimination parce qu'elles sont âgées, et ce sont des milliers et des milliers de personnes. C'est-à-dire que dès le moment où il y a un décès d'une personne âgée en Belgique, il faut se poser la question, est-ce qu'elle est décédée parce qu'elle était âgée ou est-ce qu'elle est décédée parce qu'elle n'a pas eu les soins qu'il fallait? Le code pénal, il est clair, hein? La négligence, la privation de soins, la non-assistance à personne en danger, elle est là. Et donc, si ton émission pouvait servir à cela, c'est-à-dire que des moments où il y a une personne âgée dans votre entourage et qui est malade et qui a besoin de soins, soyez vigilants. Mon ami ici, Arnaud, qui m'a demandé de veiller au décès de son papa dans un hôpital il y a quelques mois, mais j'ai découvert le dossier médical et j'ai découvert qu'il était tombé dans une EHPAD, qu'il avait une infection. Cette infection n'a pas été soignée aux urgences de l'hôpital, mais on l'a quand même opéré d'une fracture de hanche. Après, il est décédé de septicémie. Et donc, maintenant, il y a quand même enfin une action en justice qui est mise en route. Mais des histoires comme Arnaud et Willy, son papa, ce sont des milliers. Mais les caméras ne sont pas là. La presse internationale n'est pas là. Tout est silencieux. On va parler de la presse on va parler de la presse justement dans la dernière partie de cette émission. Oui. Tout est invisible et silencieux. Oui, voilà. Alors, comme on est à l'heure d'écoute, je me permets de faire une courte page de pub. Tout d'abord pour le docteur Trotta, que tu dois connaître. Je pense que je vais organiser une émission du reste avec lui assez rapidement. Ah, c'est bien, parce qu'il vend des bons produits. Ah, il vend des très, très bons produits. Alors, oui. Ça, c'est bien. Je te remercie. Je dirais que tu as dit ça, parce que je pense que pour toi aussi, l'eucalyptus, le miel, tout ça, c'est… Voilà, la vitamine C. Vraiment, oui, bravo pour ce qu'il fait. Ben merci beaucoup pour lui, en tous les cas. Donc, effectivement, avec Santé Docta, vous avez 10% de réduction sur l'intégralité de ces produits. Donc, allez les voir, en tous les cas, ces produits, dr-trotta.fr. Donc, ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je tenais vraiment à remercier au cours de cette émission les personnes qui ont bien voulu m'aider à travers ce PayPal, parce que c'est vrai que j'ai l'un de mes fils, pour rien vous cacher, qui est venu voir, qui disait « Mais papa, je ne comprends pas ». Et chaque minute de Ricardo, notamment. À la minute, elle est vue quasiment 300 000 fois par jour. Et je parle sous au contrôle et par le contrôle des gens qui connaissent bien le système. Près de 300 000 fois par jour, la minute. C'est quand même beaucoup sur l'ensemble des réseaux. La tienne, aujourd'hui, elle va être vue 300 000 fois, toi, par exemple. Et bien là, 300 000 fois, alors on a fait des captations. Je pense que c'est très intéressant que le public sache ça. Parce qu'il y a un tel mensonge à ce niveau-là aussi sur Internet, que c'est complètement dingue, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Alors, on est allé voir avec mon fils, là, justement, hier soir, qu'est-ce que ça pouvait rapporter. Alors, c'est extrêmement simple, et vous allez voir les chiffres, les voilà ici. Regardez, je vous les donne, je vous les montre par rapport au nombre de vues. Voilà. Donc, en gros, là, par exemple, vous avez 126 000 vues sur cette vidéo-là. Ben, vous avez 2,07 €. Quand même, 126 000 vues, il faut les faire. 210 000 vues. Quand même un exploit, 7,13 €. 206 000 vues, 5,59 €. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que je ne peux pas vivre. Je ne peux pas vivre. On ne peut pas vivre avec ça. Ce n'est pas possible. Et les chiffres sont là. Donc, c'est pour ça qu'il faut que vous m'aidiez un minimum. On ne demande pas de me donner 20 € ou 30 €, parce que les gens qui nous regardent sont des gens qui sont sûrement et ô combien dans la difficulté. Mais je veux dire, 1 ou 2 €, voilà, c'est marquer aussi un engagement de votre part. C'est montrer que vous me soutenez dans ce combat, parce qu'on prend tous les risques.
Le docteur prend tous les risques, il va nous en parler dans un instant, ce qu'il va avoir cette semaine. Il va être confronté vraiment à la justice, encore une nouvelle fois. Mais il va nous dire son combat, il va nous parler de son combat. Mais c'est très important quand même d'aider et de rentrer là-dessus. Donc je reviens à vous, à toi, docteur. C'est vrai que cette semaine, c'est une semaine un peu décisive, parce que je parlais de ça dans la minute et on va revenir dessus quand même. On t'accuse de tous les maux. On t'accuse aujourd'hui de tous les maux pour toutes les raisons que tu as évoquées pendant 1 heure ici. D'accord? Et ça, c'est absolument scandaleux. C'est fallacieux, c'est dégueulasse, c'est tout ce que tu veux. Mais notamment, il y a une phrase qui ressort de tout. Et moi, quand on me l'a dit, cette phrase, je me suis dit, mais c'est tout simplement mais pas possible. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à tronquer l'info, le fake news, à hauteur inimaginable, puisque toi, ils t'ont accusé d'avoir détourné 3 millions d'euros. C'est noté noir sur blanc, et j'ai mis la preuve dans la minute tout à l'heure, 3 millions d'euros, alors qu'il s'agissait de 3 000 euros. Oui. 3 millions d'euros, alors qu'il s'agissait de 3 000 euros. Vous vous rendez compte un peu? Donc, à partir de là, tu es détruit, tu es cassé, tu es mort. Moi, j'ai mis, il est mort, ils ont voulu le tuer. C'est ça. Tu n'existes plus, ni aux yeux du public, ni aux yeux, en plus, des pauvres gens qui te faisaient confiance, ni aux yeux de tes amis, ni aux yeux de ta famille, ni aux yeux de personne. Tu es mort. Mort. Parce qu'en réalité, ce mensonge est devenu un lien viral. Donc, c'est vraiment le lien qu'on met dans toutes mes publications. C'est un lien, donc voilà, le lien, c'est le docteur, il fait un message sur les réseaux, mais il a détourné 3 millions d'euros. Et cet article est toujours là. Et donc, c'est le journal de La Dernière Heure. Hein, donc, c'est un média belge, donc national, La Dernière Heure, qui est du groupe IPM. Et ils n'ont pas corrigé l'article. Donc, c'est-à-dire que le jugement qu'on parle depuis le début du 12 septembre, les 3 millions ne sont pas dedans. Donc, ça veut dire que c'est une invention du journaliste qui sert évidemment la cabale politique et judiciaire. Mais voilà, le docteur Bouillon a détourné 3 millions d'euros en étant dans une association médico-sociale sans subside, sans aide de l'État, uniquement fonctionnant comme toi, avec des petits dons. Parce que quand tu parles de dons, vous devez tous savoir que pour aider Ricardo ou pour aider toutes les fondations ou les associations qui s'occupent de l'humain, on ne demande pas des 100 euros, on ne demande pas des 300 ou des 500. Si chacun dans tes 126 000 ne verse simplement qu'1 euro ou 50 cents, Ricardo serait mieux. Ricardo serait mieux. Donc, qu'est-ce que c'est que 1 euro pour aider un journaliste, un médecin ou une association qui aide les autres? Qu'est-ce que c'est que 1 euro pour aider mes confrères qui ont été suspendus en France? Qu'est-ce que c'est que 1 euro, mesdames et messieurs? Chaque personne qui regarde devrait avoir la gentillesse, la bienveillance, mais de verser ne fût-ce qu'un minimum de 1 euro. Ouais, voilà. En tout cas, je te remercie pour cet appel. Dis-moi, tu es mon meilleur commercial. Hein. Je ne m'attendais pas à ça, mais je suis très touché à la. Parce que nous le faisons avec notre association. Ouais. Les gens disent le docteur demande des dons. Mais non, on ne demande pas. On n'a pas des dons de 200 euros, de 500. Nous avons 2 euros, 5 euros, 10 euros. Mais avec ça, nous avons les fonctionnements pour mener notre combat jusqu'au bout. Alors là, tu attaques. Hein. Tu as besoin de frais de justice. Moi aussi, hein, j'ai dépensé près de 70 000 euros ou 80 000 euros depuis 5 ans. Encore aujourd'hui. Voilà. Ça coûte très, très cher, tous les avocats. Judiciaire. Natacha Ray en sait quelque chose. Hein. Oui. Elle qui, entre guillemets, j'ai une mauvaise nouvelle d'elle là, ces dernières heures. Donc, c'est assez inquiétant. Elle devait participer à une émission ce soir ou demain soir. Son avocat m'a dit qu'elle ne pouvait pas, qu'elle allait décliner parce que vraiment, elle est trop fatiguée. Alors, elle a un nouveau traitement alternatif. Mais c'est très compliqué. On va revenir à toi justement. Alors cette semaine-là, qu'est-ce que tu attends finalement de ce jugement-là après-demain? Ben, en réalité, ce journaliste qui a été mentir a refusé, lui et sa rédaction, ont refusé donc un droit de réponse. Évidemment, quand tu fais une erreur, ben, on la corrige. Donc, si tu ne veux pas la corriger, c'est qu'il y a une intention d'avoir mis cette erreur volontairement. Et donc, on est devant le tribunal pour faire enlever cet article, pour corriger cet article, pour montrer qu'il y a un droit de réponse, qu'on est en devoir de le faire. Mais le problème, c'est qu'en Belgique ou en France ou ailleurs, quand nous, citoyens, nous sommes victimes,
il a fait son article le 15 mai et c'est paru dans la presse écrite le 16 mai. Nous sommes maintenant le 16 septembre et il n'y a toujours rien. Et donc, ça veut dire que ça tombe, il y aura encore quelque chose jeudi, puis il faudra peut-être aller en appel. Et donc, ça veut dire que je suis fatigué. Comme Natacha, je suis fatigué de toutes ces démarches. Donc, maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre une plainte en route contre ce journaliste au code de déontologie journalistique et devant le pénal. Parce qu'il faut absolument maintenant que toutes ces personnes soient poursuivies en temps et en heure. Je ne crois plus en la justice, je vais dire, au point de vue des délais. Parce que, tu vois, Fred a eu un acquittement, nous avons tous eu un acquittement pour les tests, mais nous sommes le 16. On a eu donc ce jugement le 12 septembre 2025, alors que la perquisition a eu lieu en octobre 2020. 25. 5 ans donc, après. on est en train de fêter 5 ans ici. On a un acquittement après 5 ans. Et donc, voilà l'histoire de l'injustice que les personnes qui nous regardent comprennent. C'est que des moments où on a une cabale, des moments où on veut nous arrêter, il faut des années pour obtenir justice. Il faut des années pour que la vérité puisse monter l'escalier, alors qu'eux, ils lancent l'ascenseur par des articles, comme tu viens de dire. Moi, les 3 millions, maintenant, je les ai à vie. La rumeur de Yves Duteuil, elle est en route. Et c'est tout. Ma carrière professionnelle, elle est finie. Mais le combat sera mené jusqu'au bout parce que la vérité doit servir pour les autres aussi. Donc, alors, je pense que tu attaques la personne en question, donc le journaliste qui était la journalope, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, qui était un pigiste. Oui, tout à fait. Mais également la parution, quoi. Bien sûr. Le journal tout entier. Donc, c'est ce qu'il faut faire en France également. Je pense qu'il y a certains avocats, du reste, qui m'ont contacté et qui maintenant vont lancer des peines pénales contre des journalopes français qui aujourd'hui dénaturent la vérité et qui le font déjà depuis un certain nombre d'années, notamment eu égard à tout ce qui s'est passé en matière sanitaire. Mais pas que. Donc là, c'est vrai. Alors aujourd'hui, ton état d'esprit, c'est lequel mon état d'esprit, c'est maintenant préparer comme dans Lagardère. Hein, donc, dans le film Le Bossu, Lagardère n'est plus le bossu, il est le chevalier à la fin du film qui se venge. Si tu ne vas pas vers Lagardère vient à toi. Exactement. C'est ça notre citation. Ce n'est pas le Lagardère français, c'est le Lagardère chevalier. Ouais, il faut dire, c'est pas rien à voir avec le Lagardère français. Non, rien à voir. Et donc, ça veut dire que ça peut être troublant. Ma plus belle victoire aujourd'hui, puisqu'il y a eu des acquittements et tout, c'est d'avoir des dommages et intérêts par rapport à tout ce qu'ils ont fait. Ah ouais. Et avec les dommages et intérêts, j'ai eu un projet magnifique. C'est encore du Lagardère. Ça veut dire que comme la presse me censure, comme je n'ai pas le droit à accéder donc à la presse pour aider les personnes âgées, c'est que je vais faire le Lagardère. C'est-à-dire que l'information, je vais aller la porter dans les boîtes aux lettres de chaque personne. Ça veut dire que j'ai plus besoin à ce moment-là de journalistes, je n'ai plus besoin de médias. Ils auront l'information directement dans leur boîte aux lettres. Ça coûte cher, mais si on a des dommages et intérêts, ça sera pour ça. Moi, mon plus grand bonheur, c'est de pouvoir apporter la vérité, les jugements, tout ce qu'on a fait de mal dans cette terre pendant ces 5 ans, devant les yeux des gens, pour qu'ils ne soient pas surpris quand ils arrivent aux urgences, qu'on les laisse mourir, ou quand un enfant arrive aux urgences, on le renvoie chez lui avec une péritonite et qui décède dans les heures qui suivent, comme ça se passe aujourd'hui. Lagardère. Retenez bien ce mot qui provient du film Le Bossu. Si tu ne vas pas à Lagardère, Lagardère ira à toi. Ça veut dire que ton ennemi, s'il ne vient pas à toi, c'est toi qui dois aller à ton ennemi. Et c'est ça pour ça que je me suis lancé en politique en 2018 et j'ai compris ce qui se passait. Et donc voilà, donc je regrette rien, mais la société, il est temps que le citoyen puisse prendre en main sa santé et sa vie et celle de ses enfants, parce que la confiance, pour moi, elle est rompue au niveau des médias, sauf évidemment aujourd'hui où tu me laisses la parole, mais en tout cas, ma confiance est rompue au niveau des médias, parce qu'on parlait de la justice et du juge, mais dans la justice, il y a un procureur du roi qui n'a pas fait son travail, il y a quand même des juges d'instruction qui n'ont pas fait leur travail, il y a ce délai, tu te rends compte qu'on me dit, vous avez 6 mois de prison avec sursis,
pour des faits qui datent de 2017-2018. Et ça, on ne le met pas dans le journal. Ça veut dire que ma fondation aujourd'hui, elle est condamnée en disant il est un mauvais gestionnaire, je ne lui paye plus rien. Alors qu'aujourd'hui, tout va bien au niveau de la gestion, quoi. Mais forcément, le 2017-2018, ce n'est pas en grand dans le journal, ça. Alors, effectivement, on n'est pas surpris que les médias traditionnels. Non, mais le lecteur doit entendre ce que nous vivons. Il doit entendre ce que nous vivons parce que l'acharnement que des Raoul, l'acharnement que tous ces médecins qui ont soigné, il y a un jeune médecin dans le nord de la France qui est en suspension maintenant, quoi. Il y a Éric Loridan, enfin, il y a tous des médecins qui ont bien fait leur travail, les suspendus de France. Comment vous qui entendez cette émission, comment vous pouvez comprendre que la Covid, quand il est en France, est obligatoire au niveau de la vaccination? Donc cette injection a été rendue obligatoire pour les soignants en France. Et quand on est sur le territoire belge, ce Covid, il met un autre drapeau. Et là, la vaccination n'est pas obligatoire pour les soignants. La vaccination n'est pas obligatoire pour les soignants. Non, elle ne l'a jamais été. Incroyable. Elle n'a jamais été. Incroyable. Donc ça, je suis à 20 km de la frontière. Eh bien, on n'a jamais été obligé de se faire vacciner Covid. Et quand je faisais 20 km, je côtoyais des confrères qui étaient suspendus parce qu'ils ont refusé d'être le cobaye de service. C'est ça qui est scandaleux. 2 poids, 2 mesures, 2 pays, 2 mesures. On n'a rien compris. Et c'est pour ça qu'il faut les soutenir. Ils ont tout perdu. J'en connais une qui est dans une caravane. Il y en a qui se sont suicidés. Il faut les aider. Il faut faire une journée. Il faut faire une journée quelque part pour qu'ils aient un maximum d'aide. Ces personnes ont perdu leur travail. Ils ont perdu leur dignité. Ils ont perdu l'envie de vivre. Ils ont peut-être perdu aussi leur famille. Il faut penser à eux. C'est pas dire « Oh, les suspendus, c'est triste ». Non, il faut faire des journées. Il faut faire des mobilisations. Il faut les aider, ces personnes. Ils étaient là pour sauver des vies. C'est vrai que n'hésitez pas à passer par mon mail professionnel, donc richard.boutry@orange.fr si vous avez vraiment envie de témoigner comme le fait si bien. Partagez cette émission. Faites ça aussi surtout. Partagez cette émission, faites-le à 2, 3 contacts autour de vous. Dites-le auprès des infirmières et tout. C'est très important. Et je pense que ce qui arrive aujourd'hui en Belgique, parce qu'on voit que la justice, on terminera par ça, docteur, mais on voit que la justice belge, quand même, a dans ses rangs des gens glorieux, des juges qui sont bien. Intègres. Donc ça existe malgré tout. Parce qu'on passe son temps à dire justice, injustice, et malgré tout, aujourd'hui, il y a des juges qui sont intègres. Alors qu'est-ce que tu nous montres là? Et je te montre le jugement donc du mois d'août 2020, où un juge de Bruxelles, donc du tribunal de Bruxelles, m'a donné raison parce que j'avais mis l'État belge au tribunal, parce que c'est le scandale du siècle aussi. Les personnes étaient à l'étranger, ils revenaient en avion. Donc, ils revenaient avec la Covid donc dans les aéroports belges, et de là, ils allaient contaminer les personnes âgées. Et donc, ce juge, le brûlot d'un juge outré par la gestion de la crise. Donc, il s'est mis, donc ça a été jugé où il était incompétent, oui, mais il m'a mis dans l'article qu'il constatait vraiment une violation de l'état de droit. Donc, ça veut dire que la crise sanitaire a complètement été dans un dysfonctionnement meurtrier. Et donc, quand on a des juges qui ont le courage de dire non à la pression extérieure, un petit peu comme le médecin qui a le courage de dire on me dit de rester à la maison et de ne pas aller soigner les personnes ou de consulter par téléphone, je prends ma voiture et je vais soigner les personnes. Ça, c'est de l'intégrité. Et c'est comme ça pour les journalistes indépendants comme toi qui acceptent que les personnes disent la vérité au nom de la dignité et au nom du droit à la vie. Alors, je voudrais terminer par rapport à mon frère, par rapport à toute cette méchanceté médiatique, ce cyberharcèlement que je vis depuis 2017. Je suis médecin. Je ne suis pas complotiste. Je ne suis pas islamophobe ni raciste. Raciste avec toutes les personnes que j'ai soignées de toutes les races, de toutes les communautés et de tous les niveaux. Je ne suis pas raciste. Je ne suis pas extrémiste.
C'était important de dire que dans le cadre de mon exercice de médecin, j'ai côtoyé beaucoup de personnes, mais ce n'est pas parce qu'un pédophile rencontre une personne ou qu'une personne rencontre un pédophile qu'on est pédophile soi-même. Et donc, il faut quand même savoir mettre la vérité sur ce qu'on dit ou sur ce qu'on pense. Et donc, ce cyberharcèlement, c'est tellement facile de dire que Fred est un escroc. C'est tellement facile de dire que le docteur Bouillon est un charlatan. Mais venez nous rencontrer. Venez voir ce qu'on a fait. Venez sur le terrain. Parce qu'un jour, ça sera peut-être vous qui aurez peut-être besoin d'aide. Donc, voilà, il faut bien réfléchir. Tu as eu des moments difficiles, Ricardo, ça je l'ai appris aussi. Mais on a tous des moments difficiles. Mais on n'a pas le droit d'être détruit par le mensonge et par des harcèlements et des calomnies et des diffamations. Voilà, surtout quand on est dans le domaine médical. Je pense qu'effectivement, comme tu dis très justement, c'est que la vérité nous permet de garder la tête haute. Et l'amitié, Ricardo, parce que cette crise a montré aussi que nous avons aussi maintenant créé une communauté de personnes qui se contactent et quand on a besoin, on est là dans un sens, on est dans l'autre. Tu sais, je disais à Fred hier, on est allé au tribunal le 12 septembre, on était à 4 devant le juge. Il n'y avait pas un seul média mainstream, ça, je comprends. Mais même alternatif, même alternative belge. On les a pas vus là-bas. Des médias, où étaient-ils alors qu'on est dans une non-assistance à personne en danger, on est dans un jugement où les tests, Ricardo, si vous savez le nombre d'articles qui ont été parus entre 2020 et 2024 sur ces tests rapides en cyberharcèlement, en boucle, on a eu des perquisitions avec des brassards orange. On disait aux gens qui étaient là, retournez chez vous. Ici, c'est la perquisition, retournez. Sauf que nous avons des personnes qui, peut-être 2 jours avant, étaient là et ils avaient une pneumonie, ils avaient un cancer comme Maryse, et donc ils ont chassé des personnes qui auraient pu être sauvées parce qu'il y a peut-être des gens qui sont partis avec des maladies graves. Et donc, on a empêché les dépistages, on a empêché de donner une médecine de qualité et une continuité des soins, alors que maintenant, l'acquittement, il est là avec un grand A, quoi. Donc voilà, c'est terrible. Donc un juge a donné un acquittement alors qu'une instruction de 5 ans n'était même pas foutue de nous aider, nous protéger et de rechercher la vérité, alors qu'elle était là. Mais en tous je les vous ai cas, dit que dans le jugement des tests, l'importateur, donc qui est Mike Touzard, je voudrais quand même dire qu'il n'a jamais été inquiété, il n'a jamais été perquisitionné, il n'a jamais été cité à la barre, alors que c'est lui qui a introduit les tests venant du Charles de Gaulle, venant de France, venant de RDC, venant du monde entier. Mais tout le monde entier appréciait Mike Touzard parce que c'était efficace et bon, sauf la Belgique. Il faut y aller quand même, hein. Et la France aussi. Et oui, la France, nous, on l'a testé, mais on aurait dû l'adopter à grande échelle. Tout à fait. Ça sauve des vies. Et ouais, mais pour des raisons mercantiles, ils n'ont pas voulu, ils ont préféré passer par. On préfère tirer sur l'ambulance. Voilà. En tout cas, merci à toi de tout cœur. Docteur, merci Ricardo. C'était vraiment un plaisir de passer 7h30 en ta compagnie. Vraiment, c'est du fond du cœur, un grand merci et un grand bravo. Je pense que le public là est en train de t'adresser ce merci et ce bravo. Parce que vraiment, surtout, des gens comme toi qui militent autant et aussi bien et aussi puissamment et avec une telle dignité, puisque c'est le mot qui, à mon avis, te correspond et te colle à la peau, c'est absolument magnifique. J'espère que le public a bien apprécié cette émission. Merci infiniment de nous avoir suivis et puis à demain pour une nouvelle et très belle émission comme tous les soirs maintenant. Bravo à Fred et à Cécile aussi. Hein. Pardon ? Bravo à Fred, à Cécile, à Elisabeth, à tous ceux qui… Bravo à tout le monde et bravo au public parce que je veux dire sans public, on n'aurait pas l'écho nécessaire et voulu par rapport à toutes ces causes que l'on défend aujourd'hui. Merci, au revoir. Victoire.